Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Lutte contre la pauvreté, le président Alpha Condé inaugure le siège social de l'Agnès. Le chef de l'État s'est même rendu dans 2 familles en situation difficile à Kaloum. 2 jours de négociations et un accord enfin. La crise du secteur éducatif connaît un dénouement. Certes, il y aura augmentation de salaire, mais suivant des critères définis. Vous saurez tout dans cette édition d'information. Assure aussi le renforcement de la sécurité autour des chantiers des travaux publics. 2 pyromanes avaient incendié l'une des machines du site de Donka. Les sapeurs-pompiers sont à féliciter pour leur promptitude. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition qu'on ouvre par cette ordonnance portant disposition relative au référendum. Le président de la République, vu la Constitution en son article 82, vu la loi organique L 2017-039 AN du 24 février 2017 portant code électoral révisé, vu la loi L 2019-055 AN du 30 décembre 2019 portant habilitation du président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi, promulgue l'ordonnance dont la teneur suit. Chapitre 1, dispositions générales. Article 1er. La présente ordonnance a pour objet d'établir les modalités pratiques relatives au référendum. Article 2. Aux fins de la présente ordonnance, on entend par référendum une consultation directe du peuple sur un projet de texte de nature constitutionnelle portant sur une question d'intérêt national. Article 3. La Commission électorale nationale indépendante CENI est l'institution chargée de l'organisation du référendum. Elle proclame les résultats provisoires. Article 4. Le territoire national est la circonscription électorale pour le référendum. Le référendum a lieu au suffrage universel direct, libre, égal et secret, au scrutin majoritaire à un tour. Article 5. L'objet soumis à référendum est accepté ou adopté lorsque le oui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. L'objet soumis à référendum est rejeté lorsque le non a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Chapitre 2 de la campagne électorale. Article 6. La campagne en vue d'un référendum est ouverte 15 jours francs avant la date du scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à 0 heure. Article 7. Les dates et heures d'ouverture et de clôture de la campagne référendaire sont fixées par décret du président de la République. Article 8. Le projet de la loi référendaire est publié au journal officiel de la République. Il doit faire l'objet d'une vulgarisation dans les organes de presse d'État. Article 9. Les médias publics sont tenus de présenter les divers points de vue relatifs au projet soumis à référendum de manière équilibrée. Article 10. La haute autorité de la communication veille à ce que le principe d'égalité entre les opinions soit respecté dans les programmes d'information des organes de presse publics et privés. Article 11. L'utilisation des fonds publics et des moyens de l'État aux fins d'achat de conscience en faveur ou en défaveur d'un projet soumis à référendum est interdit. Chapitre 3. Des opérations de vote. Article 12. Le code électoral est convoqué au moins 15 jours avant la date du scrutin par décret du président de la République sur proposition de la CENI. Le scrutin est ouvert à 8h00 et clos à 18h00. Article 13. Il est institué pour le référendum 2 bulletins sécurisés, le blanc portant la mention oui et le rouge portant la mention non. Article 14. Le contrôle de l'ensemble des opérations de vote depuis l'ouverture du scrutin jusqu'à l'affichage des résultats dans les bureaux de vote s'effectue conformément aux dispositions du Code électoral. Article 15. Pour veiller à la régularité des opérations référendaires,
Le président de la Cour constitutionnelle nomme par ordonnance des délégués choisis par l'institution. Munis d'un ordre de mission délivré par le président de la Cour constitutionnelle, les délégués procèdent, le jour du scrutin, à des contrôles sur les opérations référendaires. Article 16. Les délégués de la Cour constitutionnelle procèdent à tout contrôle et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment au bureau de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès verbal, soit avant la publication des résultats du bureau de vote, soit après. Les démembrements de la CENI et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission, ainsi qu'un exemplaire du procès verbal des opérations référendaires lorsque le délégué leur en fait la demande. Les autorités administratives sont tenues de leur assurer la protection nécessaire à la bonne exécution de la mission. À l'issue du scrutin, le délégué dresse un rapport qu'il remet au président de la Cour constitutionnelle. Article 17. Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin dans les conditions fixées aux articles 80, 81, 82 du Code électoral révisé, sans préjudice de la particularité d'une consultation référendaire qui fait abstraction de toute candidature individuelle ou de liste de candidatures. Article 18. Le recensement des résultats du référendum a lieu dans les conditions fixées aux articles 80, 81 et 82 du Code électoral révisé, sans préjudice de la particularité d'une consultation référendaire qui fait abstraction aux candidats et à la liste de candidats. Chapitre 4 du contentieux du référendum. Article 19. Les recours peuvent être formés devant la Cour constitutionnelle par les partis politiques légalement constitués dans les 72 heures après la proclamation des résultats provisoires par la CENI. Article 20. La Cour constitutionnelle statue dans les 8 jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article précédent. Article 21. Lorsque de graves irrégularités susceptibles d'affecter le résultat du référendum sont constatées, la Cour constitutionnelle prononce l'annulation du référendum. Article 22. L'arrêt de la Cour constitutionnelle qui est sans recours emporte proclamation définitive du résultat du référendum. Article 23. La présente ordonnance qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry, 29 janvier 2020, professeur Alpha Condé. On poursuit avec ce décret portant nomination de hauts cadres au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Secrétaire général, Nawadame, confirmé. 2. Chef de cabinet, Madame Adama Djambari, contrôleur général de police, matricule 179419Y, précédemment conseillère chargée de mission. La suite de ce décret tout à l'heure en fin d'édition. Le président Alpha Condé a procédé ce matin à l'inauguration du siège de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. C'est une initiative qu'il lance pour gagner le pari du développement. L'ANIES est considérée comme l'outil par excellence de la lutte contre la pauvreté. Le chef de l'État s'est même rendu dans 2 familles en situation difficile à Kaloum. Ibrahima Keita.
Dans l'optique de lutter contre les défis liés à l'inclusion sociale et financière, le gouvernement a mis en place l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Et c'est ce mercredi que le chef de l'État a inauguré le siège de cette agence qui est une première en Afrique. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, après la coupure du cordon, a visité les installations de l'ANIES, notamment le data center. L'objectif est de permettre aux Guinéens les plus pauvres de ressentir la performance économique que le pays a enregistrée ces dernières années. Des performances au niveau du secteur des mines avec la clé, la stabilisation des indicateurs macroéconomiques. Mais hélas, si le PIB en Guinée a aujourd'hui un niveau enviable, il faut toutefois reconnaître que cela n'est pas tellement perceptible par endroits, d'où la création de l'ANIES en vue de partager la prospérité. 60% de la population est touchée par l'extrême pauvreté et gagne moins de 450 $ par an. C'est pourquoi, en juin 2018, le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, s'est engagé de faire du partage de la prospérité un impératif économique et social. L'Agence nationale de l'inclusion économique et sociale, l'ANIES, est ainsi créée sous votre leadership. Beaucoup de choses ont été réalisées, mais le chemin reste à parcourir est très long. C'est pourquoi je m'engage devant cette auguste assemblée et au nom de mon équipe à ne ménager aucun effort pour faire, Monsieur le Président de la République, de votre rêve de redistribution des fruits de la prospérité une réalité. L'Agence nationale d'inclusion économique et sociale est une agence qui couvre tout le pays et qui se donne comme ambition de contribuer fortement à la réduction de la pauvreté et à l'évolution du dynamisme économique de la Guinée. Dans son intervention, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a mis l'accent sur le chemin parcouru par la Guinée ces dernières années, de la réforme du secteur de défense et de sécurité en passant par l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Nous avons plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite. À mon arrivée, on ne faisait que 13 millions de tonnes. Nous sommes arrivés à 100 millions. Mais pas seulement la bauxite, parce que notre politique est la transformation de matières premières en produits finis. Donc la création de plusieurs usines d'alumine. C'est la même chose pour l'agriculture. Nous avons la politique de chaîne de valeur, c'est-à-dire cultiver, transformer, transporter et commercialiser. Nous sommes accompagnés par la Banque africaine et par la BAD. Mais faire des barrages, c'est bien, ça donne de résister. Faire des routes, c'est bien, mais ça ne change pas l'assiette du citoyen. Le taux de croissance, c'est bien. On a deux croissances à 2 chiffres, mais ce n'est pas ça que le peuple mange. Ça ne change pas l'assiette. C'est bien d'avoir l'exploitation des mines, mais est-ce que ça apporte quelque chose aux populations les plus pauvres? Non. C'est pourquoi nous avons décidé la création de l'ANAFI, c'est-à-dire de consacrer 15% des recettes minières aux sous-préfectures. Avant ça, nous avons le fonds des miniers, c'est-à-dire chaque minier doit consacrer 1% de son revenu à la localité où se trouve. Donc, tout cela, parce que j'ai fait le tour des sous-préfectures en Guinée et j'ai vu la pauvreté. Donc, il ne faut pas seulement penser à Conakry au vide avec les indépendances tournantes. Il faut penser là où il y a les gens les plus pauvres, c'est-à-dire dans les villages. Ça a été donc la raison de la création de l'ANAFIC, pour que chaque préfecture, sous-préfecture ait au moins 3 à 4 à 5 000 d'investissements tous les ans de façon pérenne. Mais nous avons constaté aussi qu'il y a beaucoup de pauvreté en Guinée. 60% des Guinéens vivent dans la pauvreté et dans les villages, c'est 65%. 25 à 30% d'extrême pauvreté, particulièrement parmi les jeunes. Ce qui nous a donc amené à créer l'ANIES. Et je suis très fier de la direction de l'ANIES, parce qu'en moins d'un an, nous avons fait des réalisations et surtout, nous avons pu mobiliser 200 millions de $, grâce aussi à l'accompagnement de nos partenaires, la Banque mondiale, la BAD, et nos amis d'Abu Dhabi. Mais n'oublions pas aussi que dès le début,
grâce au général Clément Bolé, la France nous a accompagnés pour ce que nous appelons l'ASCAD. La Guinée a été peut-être le pays, le décès de l'ASCAD. L'ASCAD consistait à former des jeunes dans le cadre dirigé par les militaires et des jeunes qui, dès leur sortie, trouvaient du travail. Et dès le départ, nous avons commencé et aujourd'hui, nous sommes en train d'étendre l'ASCAD à l'intérieur du pays, Timimadina et Kankan. Donc ça aussi, ça permet aux jeunes qui n'ont pas eu la chance de pousser les études très loin, d'avoir un métier et d'être tout de suite de trouver du travail. Donc, il est extrêmement important aujourd'hui que le peuple de Guinée, dans son ensemble, puisse bénéficier des revenus générés par notre développement. Et l'ANIES, contrairement à l'ANAFI, qui se consacre aux besoins des populations, parce que dans l'ANAFI, ce n'est pas le maire ou le sous-préfet qui décide. Ce sont les revendications des populations. Nous voulons ceci, nous voulons ceci. Quand je parle, président, on veut ceci, on veut ceci. Ce sont des populations qui décident qu'est-ce qu'on doit faire. Et ce sont des forages, et c'est une piste, et ceci. Donc, c'est des préoccupations réelles des populations qui sont prises en compte. Et la deuxième chose, c'est de favoriser l'entrepreneuriat local. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des entrepreneurs de Conakry qui aillent faire ce travail, mais qu'on forme des gens sur place afin que ces travaux soient faits par les locaux. La différence avec l'ANIES, c'est que l'ANIES s'adresse aux populations d'extrême pauvreté. On fait une enquête et on voit dans les différents villages, etc., quelles sont les familles qui sont dans l'extrême pauvreté. Donc c'est deux choses tout à fait différentes. Et à partir du moment où nous avons des gens qui font des enquêtes, et nous avons commencé, puisque le Premier ministre a inauguré certains, moi-même à Fugabé. Donc, on donne une certaine somme aux familles. Ensuite, on les accompagne grâce au jeu béton, parce que nous avons aujourd'hui des machines jeu béton, c'est-à-dire jeu béton, ce qu'on appelle les plus consolidés, 80% d'argile, 20% de ciment. Donc, on peut faire des maisons à très bas prix. Ensuite aussi, comme la pauvreté, c'est surtout les jeunes, l'insertion dans l'agriculture et dans le développement de l'industrialisation. La pauvreté n'étant pas une fatalité, le chef de l'État s'appuie sur les femmes et les jeunes pour la vaincre. C'est pourquoi le professeur Alpha Condé a tenu à rendre hommage aux femmes guinéennes. Je dois rendre hommage aux femmes guinéennes. Les femmes guinéennes travaillent, elles sont besogneuses. C'est pourquoi nous avons créé la MIFA qui accompagnait les femmes. Des femmes qui ont besoin de petits crédits parce que pour avoir un crédit à la banque, on vous demande le titre foncier, on vous demande ceci, elles ne peuvent pas avoir. Et nous avons la fierté de constater que les femmes remboursent au minimum à 95 ou 100%. Donc nous sommes passés de 100 milliards à plus de 300 milliards aujourd'hui de prêts aux femmes. Et nous savons aussi les activités qu'ils font. Ce qui manquait, c'était l'accompagnement du gouvernement. Aujourd'hui, nos femmes font du fonio qu'on exporte, font du savon noir qu'on peut exporter, font du miel, etc. Tout. Donc, si on accompagne les femmes, toutes nos productions, quand il y a eu l'Ebola, les Guinéens produisent beaucoup de pommes de terre à Timimadina, en Mali, à Labé. Mais maintenant, la mer de Kalou, le matin c'est le riz, à midi c'est le riz, le soir c'est le riz. Donc les pommes de terre, on les vendait au Sénégal. Quand il y a eu l'Ebola, le Sénégal a fermé les frontières et les pommes ont pourri. Donc les femmes ont travaillé pour rien. Aujourd'hui, vous allez à Mamou, vous verrez l'usine, on met des pommes de terre, ça sort en frites congelées, emballées. Donc il n'est plus question que nos pommes de terre pourrissent. Et quels sont les gens qui font ces pommes de terre? À 80% sont les femmes. Donc, je rends hommage aux femmes guinéennes. Aujourd'hui, nous avons la fierté de voir que le Kentili vient d'avoir son label. Et nous sommes fiers aujourd'hui de voir que les Guinéens aujourd'hui portent le tissu local. Et non plus le tissu importé, le tissu imprimé n'est pas fait en Guinée. Nous allons faire du tissu imprimé. Mais aujourd'hui, grâce
à cette consommation de la production locale. Nous sommes en train d'améliorer considérablement les conditions de vie de nos femmes qui font la teinture. Donc quand on voit la lutte contre la pauvreté, il ne faut pas avoir seulement la SCAD, il ne faut pas avoir seulement la NIES, il faut avoir aussi toutes les autres activités que nous menons. Et particulièrement aussi la Banque nationale de développement que nous venons de créer, parce que les MIFA, c'est pour les petits crédits. Et la Banque nationale de développement permet de faire des crédits pour créer des petites et moyennes entreprises. Parce que la grande pauvreté touche la jeunesse. Si on peut manipuler la jeunesse en lui donnant des drogues, etc., pour qu'ils entrent dans la rue, parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Dans cette perspective, le chef de l'État a invité ses compatriotes à promouvoir la paix et la quiétude sociale. La Guinée est un pays modéré, musulman modéré. Nous sommes malékites. Nous n'avons pas... Toutes les régions de Guinée sont accueillantes, particulièrement la campagne. Vous allez en Guinée dans un village, le paysan n'a qu'un seul coq. Il va le tuer pour vous donner à manger. Ça, c'est la Guinée profonde. Malheureusement, les villes, nous avons pris les défauts des pays développés, l'égoïsme des pays développés, malheureusement. Ce qui fait que les enfants qui sont nés à Conakry ont perdu leur culture. Le Fouta est un pays d'accueil. Quand vous venez en dire tout, vous êtes bienvenus. Le Fouta n'est pas un pays de violence. Mais quand on prend des jeunes drogués, qu'on les envoie pour attaquer, évidemment, ça donne une image qui n'a rien à voir avec le Fouta. C'est pourquoi nous allons envoyer une délégation rencontrer une communauté. Nous avons expliqué à toutes les communautés, ne tombez pas dans le piège que ceux qui sont contre la Guinée nous tendent. Les Guinéens sont des frères. Donc, le piège, c'était d'attaquer le non-Peul au Fouta, afin qu'en forêt, en Basse-Guinée, en Haute-Guinée, les gens réagissent contre le Peul. Mais ça ne peut pas se faire, parce que nous savons que dans chaque famille, il n'y a aucune famille qui est homogène au point de vue ethnique. Ou le grand peuple. Il y a des mariages entre les ethnies, etc. Donc, notre rôle, c'est de maintenir la paix et la tranquillité en Guinée et de ne pas tomber dans le jeu. Nous savons les raisons de certaines violences. Depuis l'arrivée de Trump, on exclut les gens qui n'ont pas de papiers. Pour ne pas être exclu, il faut qu'on dise non, les victimes sont en Guinée, on va être massacrés, génocide. Mais c'est mesquin. C'est mesquin. C'est-à-dire qu'on sacrifie l'avenir des Guinéens pour des simples intérêts égoïstes de quelques personnes. Mais nous n'allons pas tomber dans ce jeu. Tous les Guinéens sont égaux. Tous les Guinéens ont droit à la... Tous les Guinéens ont droit de bénéficier des fruits de notre développement. Bien sûr, nous sommes encore loin, mais la Guinée a un bel avenir. Du siège d'une nièce, le cortège présidentiel s'est rendu dans une famille recensée dans le quartier Corontier. Il s'agit d'une famille qui répond aux critères exigés. Mais quels sont ces critères? Le premier élément qu'on va regarder, c'est la composition démographique du ménage. Si dans un ménage, il y a plus d'enfants qui n'ont pas l'âge de travailler, il va sans dire que de mobilisation de ressources pour ce ménage-là sera très faible. Et si aussi dans le ménage, on a par exemple les chefs de ménage ou d'autres qui souffrent d'handicap, l'handicap est un critère pour empêcher un ménage d'avoir beaucoup de ressources. En plus de ces informations socio-démographiques dans le ménage et on a aussi d'autres informations telles que le capital humain. Le capital humain dans le ménage, c'est le niveau d'instruction. Est-ce que le chef de ménage, est-ce que les autres membres du ménage ont atteint un niveau d'instruction suffisant pour leur permettre de s'insérer dans le marché du travail? Donc, ces informations socio-démographiques, le niveau d'instruction, l'handicap, on va s'intéresser aussi aux caractéristiques du logement. Quand vous partez dans un ménage où il n'y a même pas de toilettes, ou vous partez dans un ménage où les toilettes sont telles que nous ne pouvons pas, tous ces éléments, ou bien le toit du bâtiment. Vous avez regardé partout où on est passé, on a trouvé des ménages types pour montrer effectivement comment nos concitoyens, les Guinéens comme nous, souffrent encore.
De Korontine, professeur Alpha Condé et sa suite sont rendus au quartier Boulbini. Là, le chef de l'État s'est prêté à un exercice, celui d'expliquer les exigences de l'ANIES à la population. On a enquête dans la BAPE. Parce que nous avons en Afrique créé, nous, village dans Malima, Agnès Anisara, nous enquête dans la Bama, quartier, à Colombe, famille Moudou Toro Vetandi, Borela, et dans l'enquête là-bas, c'est la famille. Dans la famille, nous avons accompagné, nous avons dit, qui nous avons fait là. Nous avons dit progressivement, nous fait là. À nous, il y a des Hawadi Soto. Conditions sont nana. Kene, il y a des races arrondées. Afin de n'arrêter, il y a des gens qui ont marié, à Mounier pour nous seulement s'arronder. À Mandragaya, Nasaranara, parce que non, moi, il y a des firamata et nous mourir parce que mon amant arrondé avec Mandragaya. À nous, mutilation, nous rébellons l'agrément. Donc, il y a une enquête là-bas, il faut que nous il famille, on a une famille Mali. Et voilà, on nous va la sende Korontine Numbe. Mais, il y a une enquête là-bas, éducation moto. Spontanément sortis, les citoyens de cette partie de la commune de Kaloum n'ont pas laissé d'un pas le chef de l'État qui a accepté de faire un peu plus d'1 kilomètre à pied. Et tout au long du parcours, des slogans de soutien au chef de l'État. Dans l'actualité encore, le système éducatif, un accord est trouvé après 2 jours de négociations. Ils s'accordent sur une augmentation en fonction des lieux d'enseignement et cela ne concerne que les enseignants en situation de classe. Quelques chiffres sont détournés. Enfin, un terrain d'entente est trouvé. Il se matérialise par la signature de ce protocole d'accord entre l'intersyndicale de l'éducation, composé du SLEG, du SNE, le Sénasur et la FSPE d'une part, et de l'autre par le gouvernement et les centrales syndicales comme la CNTG et l'USTG. Les enseignants ont eu une prime spéciale qui varie selon les zones de 450 000 à 1 300 000 francs guinéens qu'on n'a jamais obtenu pour les enseignants. Deuxièmement, nos jeunes sortant des différentes universités, des écoles d'enseignement vont être recrutés au niveau de la fonction publique. Alors nous demandons humblement aux enseignants et aux enseignantes d'accepter d'aller dans les différentes classes pour enseigner nos enfants. Vous savez, à peu près 1 an, la Guinée est dans les turbulences sur le plan éducatif. Aujourd'hui, les différentes fédérations des centrales syndicales ont conjugué les efforts ensemble pour donner un résultat positif au système de l'éducation. Quand vous prenez un enseignant qui est à Conakry, les primes de zonalité, comme il l'a dit tantôt, c'est entre 450 à 1 300 000. Ça veut dire que l'enseignant qui est à Yomou se reconfort d'être à Yomou parce que réellement il est reconnu sur le plan de la satisfaction et ce que l'État a eu à le donner par rapport à l'éloignement. Ces primes de zone-là donnent à l'enseignant guinéen de rejoindre partout où il voudra parce qu'il sait que quel que soit l'éloignement, il sera satisfait par rapport au salaire. Au nom du gouvernement, les ministres présents ont salué le sens patriotique des syndicats. Ce qui est important, c'est qu'il y a un engagement du gouvernement, il y a un engagement du professeur Alpha Condé, président de la République, à satisfaire les enseignants dans leurs revendications. Donc le Premier ministre s'est inscrit dans ce sens-là et il nous a instruit
avec les enseignants. Voilà, aujourd'hui, nous sommes parvenus à obtenir ce résultat, qui est un bon résultat qui satisfait tout le monde. Les primes obtenues lors de ces négociations varient entre 450 000 francs guinéens et 1 300 000 francs guinéens selon les zones d'intervention des enseignants. À l'issue des négociations, l'inspecteur général du travail, qui était aussi le médiateur entre les différentes parties, a fait une déclaration. Il explique les différents accords trouvés. Suivez. Au terme d'intenses échanges et de discussions, conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de son discours de vœux de Nouvel An, et au regard de la volonté du gouvernement en matière de valorisation de la profession enseignante, il est heureux de constater que les points contenus dans le protocole d'accord du 10 janvier 2019 sont à ce jour entièrement exécutés, à savoir les salaires des anciens grévistes pour la période octobre, novembre et décembre 2018 ont été dégelés. Les anciens mutés et démis de leurs fonctions ont été rétablis à leurs postes initiaux. Les 10 homologues de l'université de Kindia ont été engagés sous titre à la fonction publique. Les salaires sont payés en dépit des mesures d'assainissement convenues entre les parties. Les prêts bancaires n'ont pas été bloqués pour les enseignants. Le programme de logements sociaux a été lancé et les bâtiments témoins sont déjà construits. Les enseignants sont prioritaires. Les libertés et les droits syndicaux sont toujours respectés. Les enseignants ayant fait valoir leur droit à la retraite au 31 décembre 2017 ont bénéficié de l'augmentation des 40%. Nul n'a été sanctionné ou poursuivi pour faire de grève. L'opération d'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants a été exécutée en collaboration avec les représentants du SLEG et l'USTG. Les résultats obtenus ont été rendus publics et se chiffrent à 14 528 062 798 000 francs guinéens. Le temps utilisé pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants n'a pas permis d'atteindre entièrement l'objectif visé. Le gouvernement, dans le souci de valoriser la profession enseignante, a décidé d'apporter un complément financier pour créer une prime d'incitation par enseignant en situation de classe en fonction de leur lieu d'affectation. Cet apport financier se chiffre à 6 740 137 202 francs guinéens par mois pour un montant total de 21 268 200 000 francs guinéens, à repartir entre les enseignants en situation de classe, en charge d'un cours ou d'une classe, qui prépare un cours, l'exécute et procède à l'évaluation des apprentissages payables par trimestre et suivant les montants indiqués ci-dessous. 1. Zone spéciale de Conakry, 450 000 francs par mois. Chef-lieu de région administrative, 600 000 francs par mois. Chef-lieu de préfecture, 750 000 francs par mois. Sous-préfecture, 1 million de francs guinéens par mois. District et village, 1 300 000 francs par mois. Afin de pourvoir les salles de classe construites par l'État et les communautés en personnel enseignant, le gouvernement a décidé de procéder au recrutement des enseignants pour le primaire et le secondaire, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en la matière. Dans le cadre de la valorisation de la fonction enseignante, le gouvernement a déjà lancé un vaste programme de construction de logements sociaux où les enseignants sont prioritaires, surtout ceux des zones rurales, et de poursuivre la formation continue des enseignants. Les autres primes prévues à l'article 100 du statut particulier de l'éducation sont en cours d'examen par une commission interministérielle. Un comité sera mis en place du présent procès verbal. Le présent procès verbal met fin à l'exécution du protocole d'accord du 10 janvier 2019 et du mémorandum du 29 janvier 2019 cité ci haut. Les travaux ont pris fin le mardi 28 janvier 2020 à 22 h. Ont signé pour le gouvernement Lansana Komara, ministre de l'enseignement technique, formation professionnelle, emploi et travail. Monsieur Maurice Sangaré, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour le ministère de la fonction publique, M. Ousmane Bangoura, secrétaire général. Pour l'intersyndicale, Mme Kadia Touba, secrétaire général SLEG. Salifou Kamara, secrétaire général FSPE.
Michel Pépé Balamou, secrétaire général SNE. Oumar Tunkara, deuxième secrétaire général adjoint SLEG. Dr Baba Mansarin, Sinazur. Pour la CNTG, M. Kader Aziz Kamara, premier secrétaire général adjoint. Pour l'USTG, Abdoulaye Kamara, secrétaire général. Pour la médiation, Dr Alia Kamara. Le troisième titre de l'actualité nationale ce soir, les travaux de construction de la route de Donka se poursuivent. Pourtant, ils ont failli être interrompus à cause d'incendies volontaires sur l'une des 60 machines du site. Deux pyromanes y ont mis le feu. Heureusement que les sapeurs-pompiers ont été prompts à intervenir. La sécurité est désormais renforcée sur le chantier. Ansouman Toumani Kamara. Les travaux du chantier d'élargissement de la route de Donka ont failli connaître un arrêt brusque. Vers 4 h du matin de ce 29 janvier, des individus venus en moto ont mis le feu sur cette machine pelle excavatrice Caterpillar 223. Certaines personnes sont passées sur la moto avec des torchons imbibés du carburant qu'ils ont projeté sur la machine et la machine directement s'est enflammée. Heureusement, dès qu'on a dit cela, le chef de mission a appelé les sapeurs-pompiers qui ont directement intervenu. Et s'il ne l'avait pas fait, cette machine actuellement serait déjà transformée en centre. Cet engin d'une valeur de 300 000 $ est à sa première opération sur un chantier. Malgré la promptitude des sapeurs-pompiers, l'engin a subi des dommages. Les travaux ont du coup été interrompus ce mercredi. Pour accélérer les travaux de notre part. Ça c'est un de notre 60 engins, mais qui a fait un accident aujourd'hui là. Ça l'impact de notre part pour avancer les travaux. On a demandé le ministre de Travaux publics à envoyer les gendarmes pour nous protéger. Non seulement les engins, mais c'est une garantie pour l'avancement de travaux, l'avancement de travaux. Pour sécuriser davantage le chantier, le ministre des Travaux publics a eu aujourd'hui des séances de travail avec ses homologues de la sécurité de la défense. Déjà, l'entreprise contractuelle se réjouit des mesures idoines issues de ces rencontres et compte poursuivre le rythme normal de ces travaux de ce chantier qui a démarré en octobre dernier. Le coronavirus, une nouvelle épreuve sanitaire pour le monde. Beaucoup de pays sont touchés et l'Afrique n'est pas en reste. Un cas est notifié dans un pays voisin. Pour se protéger, la Guinée a réactivé tous ses systèmes d'alerte. Des dispositifs sont installés au niveau de tous les points d'entrée du pays, comme nous le précise le ministre de la Santé au micro de Kerno Maroufba. En Guinée, aucun cas n'a été notifié pour le moment. En application des recommandations de l'OMS, les mesures suivantes ont été prises. 1. Renforcer les mesures de surveillance au niveau des points d'entrée, notamment l'aéroport international de Conakry, les ports de Conakry et de Boki. 2. Activer les dispositifs de prise en charge des cas suspects dans les centres de traitement épidémiologique de Conakry, Boké et le CREMS de Kindia. 3. Faire appliquer les précautions standards et complémentaires dans toutes les structures sanitaires en cas d'infection respiratoire sévère. Renforcer la communication sur les mesures de barrières sanitaires dans la presse, à travers les médias et les réseaux sociaux. Le gouvernement invite toute la population à garder son calme, car toutes les informations sur cette maladie leur seront données suivant l'évolution de cette épidémie. La suite du décret portant nomination de hauts cadres au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Avant de terminer cette édition, on en était à l'article 1er, point 3. Conseiller principal, M. Fodé Chapeau-Touré, contrôleur général de police, confirmé. Conseiller juridique, M. Mamadi Diakité, juriste, matricule 245 337X, confirmé.
Conseiller chargé à la police. Hamidou Sarr, contrôleur général de police, confirmé. Conseiller chargé à la protection civile. M. Mohamed Lamine Goubisso, contrôleur général de police, confirmé. Président de la commission administrative, Ibrahima Souri Kondé, commissaire divisionnaire, matricule 191 781 G, précédemment président du conseil de discipline. Conseiller chargé de mission, M. Sako Moussa Kamara, contrôleur général de police, matricule 158 885 B, précédemment directeur de l'École nationale de la police et de la protection civile. Inspecteur général des services de police et de protection civile, M. Sekou Mara, contrôleur général, matricule 175 810 L, précédemment coordonnateur général des brigades anticriminalité. Inspecteur général adjoint des services de police et de protection civile, Mamadou Djoul Deba, contrôleur général de police, confirmé. Directeur du bureau de stratégie et de développement, M. Mamadou Kamara Paye, commissaire divisionnaire de police, confirmé. Directeur adjoint du bureau de service et de développement, M. Valentin Abba, confirmé. Directeur du service de modernisation des systèmes informatiques, M. Moussa Laïdjara, commissaire divisionnaire de police, confirmé. Directeur général adjoint de modernisation des systèmes informatiques, M. Mamadouba Yansane, commissaire divisionnaire de police, confirmé. Directeur du service de coopération et des relations extérieures, M. Makan Kamara, commissaire de police, confirmé. Directeur adjoint du service de coopération et des relations extérieures, M. Boubacar Thiam, commissaire divisionnaire de police, confirmé. Directeur du service de transmission, M. Yeke Berete, contrôleur général de police, confirmé. Directeur des services de santé de la police et de la protection civile, Dr Aboubakar Doumbouya, médecin, confirmé. Directrice adjointe des services de santé de la police et de la protection civile, Madame Bari Aïssatou Djoulde, commissaire principal de police, confirmé. Directeur du service de communication et de la relation publique, M. Isiaga Silla, inspecteur des services financiers et comptables, précédemment attaché des cabinets au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Directeur adjoint du service de communication et de la relation publique, M. Morikaba, commissaire de police, confirmé. Coordinateur des brigades anticriminalité, M. Idrissa Kamara, commissaire principal, matricule 142 954 B, précédemment commissaire central de Bessia. Directeur central de la sécurité publique, M. Cheikh Mohamed Keïta, commissaire divisionnaire, matricule 198 045 X, précédemment directeur régional adjoint de la police de Conakry. Chef sûreté adjoint de la ville de Conakry, M. Bernard Kamano, précédemment commissaire central adjoint de Ratoma. Directeur de l'Agence nationale de gestion des crises et catastrophes, M. Théa Michel, matricule 208 045 V, confirmé. Directeur général de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, M. Ousmane Thiam, matricule 187 113 A, contrôleur général de police, confirmé. Directrice générale adjointe de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, Madame Marie Gomez, commissaire divisionnaire de police, confirmé. Directeur général du Fonds social, de la police et de la protection civile, Fanta Ouling Bakari Kamara, contrôleur général de police, confirmé. Directeur général adjoint du Fonds social, de la police et de la protection civile, Amadou Baïlo Diallo, commissaire divisionnaire de police, matricule 267 783 E, précédemment directeur adjoint de l'Agence nationale de gestion des crises et catastrophes.
Président du Conseil de discipline, Mohamed Lamine Nabé, précédemment directeur général adjoint de l'École nationale de la police et de la protection civile. Directeur de l'École nationale de la police et de la protection civile, M. Siba Albert Toupou, précédemment directeur adjoint à la Direction nationale de la police nationale. Directeur adjoint de l'École nationale de la police et de la protection civile. M. Hamadi Djakite, précédemment commissaire central à Bofa. Attaché de cabinet, M. Morikaba, gestionnaire. Directeur général de la police nationale, M. Ansouman Kamara, inspecteur général de police, confirmé. Directeur général adjoint à la Direction générale de la police nationale, M. Mamadou Kamara, précédemment directeur central de la sécurité publique. Directeur général du renseignement intérieur, M. Zakaria Sissé, contrôleur général, confirmé. Directeur général adjoint du renseignement intérieur, M. Alphonse Loua, commissaire divisionnaire, confirmé. Directeur général de la protection civile, M. Moussa Kamara, confirmé. Directeur général adjoint de la protection civile, M. Ibrahima Khalil Souma, commissaire divisionnaire, confirmé. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 29 janvier 2020, signé professeur Alpha Condé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.